Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de continuer sur ce nouveau format qui visiblement vous a bien plu en octobre dernier avec la vidéo sur produire des plantes médicinales, mon parcours. Et aujourd'hui, vu qu'on est en fin d'hiver, début de printemps, je vous propose de parler du sol. Donc le sol et préparer le sol. C'est des questions qui sont assez techniques. Quand on débute, on n'est pas forcément très au fait de à quel moment on va travailler le sol ou pas travailler le sol et qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et donc je vous conseille de vous faire accompagner. Moi personnellement, j'avais pas cette notion, cette finesse de savoir quand intervenir ou pas et comment. Et donc je me suis fait accompagner et conseiller par un jardinier expérimenté qui s'appelle Jérémy, qui m'a permis justement d'être un peu plus à l'aise pour cette prise en main du terrain. Donc ici, quand j'ai démarré, c'était une pâture, une prairie. Donc quand on n'a pas encore ces planches de culture, il y a bien un moyen, il faut bien trouver un moyen pour faire sauter la prairie. Donc par exemple, ce que vous pouvez voir ici derrière moi, c'est 5 planches de culture. Donc elles ont été mises en place pour certaines dès 2019. Maintenant, effectivement, c'est moins compliqué de les remettre en culture d'une année sur l'autre. Mais la première année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un tracteur avec un rotavator attelé. Donc on a fait un travail du sol sur quelques centimètres de profondeur, pas trop profond, donc en début de saison, pour pouvoir installer les cultures. Ce qui est important aussi à prendre en compte quand on fait des aromatiques et médicinales, c'est que évidemment on ne va pas travailler les planches de la même manière si on implante des vivaces ou des annuelles. Donc là, si vous ne voyez pas ce que c'est des annuelles ou des vivaces, pour faire très simple, les vivaces, c'est les plantes qui font leur cycle mais qui ne meurent pas après la fructification, donc elles vont rester en place. Donc ce sont les lavandes, les thym, enfin toutes les plantes de la famille des Lamiacées. Voilà. Après il y a des bisannuelles, donc là ça peut être des échinacées, des angéliques, ce type de plantes, des bouillons blancs. Et puis vous avez aussi dans les plantes aromatiques et médicinales toutes les annuelles. Donc là ça va être des calendulas, des coquelicots, des bourraches, etc., etc. Quand vous prenez en main une parcelle, déjà avant de la manier, en fait, d'intervenir, c'est bien d'avoir un regard sur qu'est-ce qui y pousse spontanément. Ça permet justement d'observer ces plantes bioindicatrices, d'avoir une connaissance du type de sol. Donc quand je dis type de sol, c'est la texture et la structure du sol, je vais y revenir après. Par exemple, voir si c'est un sol qui est très calcaire, si c'est un sol qui est compacté, si c'est un sol qui manque d'oxygénation, voilà, ce type de données. Si l'eau y circule bien, s'il y a un engorgement, un excès de matière organique, essayer de comprendre pourquoi. Voilà, tout ce type d'informations peuvent nous être données par les plantes bioindicatrices. Après, si on veut aller plus loin, c'est important de rentrer dans le sol, c'est-à-dire de faire un profil pour observer les horizons du sol. Donc là, il y a plusieurs choses à observer. Donc quand on parle d'un sol, on parle de quoi ? On parle de deux notions principales. Donc c'est la texture du sol et la structure du sol. Pour faire très rapide, parce que ça, c'est des notions qui sont quand même hyper importantes en agronomie, et tous ceux qui ont fait ou qui feront un BPREA le savent bien, ou des études d'ingénieur agro, ou voilà, enfin des formations d'agronomie. La texture et la structure du sol, c'est vraiment les 2 points fondamentaux à connaître quand on appréhende un sol. Donc pour faire très simple et très schématique, là je ne m'adresse pas du tout aux érudits mais plutôt aux gens qui débutent. Donc texture du sol, c'est de quoi est composé votre sol. C'est principalement 3 éléments. Ces éléments, c'est argile, limon, sable, dans des proportions, donc ça se matérialise sous forme de pourcentage, plus ou moins élevées. Donc ici par exemple, on est dans le Valois, donc près de Senlis. C'est une terre qui est riche, qui est souvent utilisé pour des cultures de céréales. Donc c'est un sol assez lourd, qui a une dominante limoneuse. Donc on parle de limoneux, sol limono-argileux. Donc il y a un pourcentage de sable évidemment, comme dans tous les sols, mais ce sable n'est pas en grande quantité. Donc quand on prend le sol comme ça à la main, quand on parle de texture justement, on peut déjà sentir un petit peu le taux d'argile dans le sol, parce que vous voyez typiquement un sol très sableux, il ne va pas se tenir.
On ne va pas réussir à faire un petit boudin comme ça. C'est important de connaître cette texture du sol. Pourquoi? Parce que la texture du sol, elle va nous donner des indications sur la rapidité avec laquelle le sol va réchauffer, sa capacité à retenir l'eau. Donc par exemple, si je fais très schématique, un sol comme celui-ci, limono-argileux, il va être riche, il va assez bien retenir la matière. En revanche, il va se réchauffer assez lentement, donc on ne va pas pouvoir entrer en culture très vite. Et puis, bon, il va bien retenir l'eau, mais quelquefois, il y a aussi un risque d'asphyxie racinaire, notamment quand il est compacté. C'est un sol qui est assez lourd. Et puis, on ne peut pas intervenir dessus, il faut éviter d'intervenir dessus avec des machines lourdes, des grosses machines, surtout quand il est humide. Donc, on attend qu'il soit ce qu'on appelle ressuyé. Voilà, c'est des petites indications très, très basiques et un peu rapides, mais pour faire très, très synthétique et très schématique. En revanche, si je prends l'opposé, un sol très sableux, il va être assez pratique pour des cultures maraîchères parce que il va être favorable à l'enracinement, donc il va être bien pour des panais, des carottes, il va être facile à travailler, il va être léger. En revanche, un sol sableux, même si on va pouvoir commencer assez tôt ces cultures parce qu'il se réchauffe vite, il va en même temps avoir cette contrainte de laisser passer l'eau. Il ne va pas bien retenir l'eau et donc quand on a des saisons un peu sèches comme on a eu par exemple en 2019-2020, ça peut poser problème. Donc voilà rapidement, très rapidement pour la texture du sol. Ensuite, j'en ai un petit peu parlé quand je parlais du sol limoneux, il y a la structure du sol. Donc là, c'est quoi la structure du sol? C'est comment le sol il est organisé en couches. Donc on parle d'horizon du sol, ça c'est un terme un peu technique qu'on utilise en agronomie. Et donc pour connaître cette structure du sol, il faut évidemment, alors en dehors de l'observation des plantes bioindicatrices, mais qui ne sera pas suffisante, faire ce qu'on appelle un profil de sol, un profil cultural. Donc là, on prend une bêche et on creuse sur plusieurs dizaines de centimètres pour voir comment sont agencées ces couches, ces différents horizons du sol. Parce qu'un sol, c'est pas une surface inerte, d'ailleurs, c'est pas une surface, c'est un volume. Il faut vraiment avoir cette notion en tête que c'est pas un support le sol, c'est pas un substrat, c'est un organisme vivant, c'est de la 3D. C'est vraiment, il y a de la profondeur, il y a de la vie à l'intérieur. Donc voilà la structure du sol. Donc qu'est-ce qui est important de prendre en compte dans la structure du sol? C'est comment ce sol est poreux ou pas. Est-ce qu'il est compacté? Est-ce qu'il est aéré? Est-ce que l'air y circule bien? Est-ce que l'eau y circule bien? Parce que c'est vraiment ces éléments-là qui vont permettre à vos plantes de bien se développer. Donc c'est fondamental d'avoir une bonne structure de sol. Alors on peut interférer sur la structure du sol. Et c'est là justement qu'intervient la préparation et le travail du sol ou pas. Il faut savoir qu'un sol qui est très compacté, on peut le décompacter avec des outils, avec une sous-soleuse par exemple, avec des outils mécaniques. On peut aussi, si c'est des petites surfaces et qu'il n'y a pas beaucoup d'étendue et qu'on peut physiquement le faire, utiliser une campagnole ou une grelinette. On peut aussi bâcher le sol en préparation. En revanche, effectivement, si le sol est déjà compacté, la bâche ou la couverture du sol, ça va pas aider. Donc si je vous donne l'exemple du prieuré de Bray, ici où je travaille, où je suis installée, on fait attention à la période à laquelle on va entrer dans le sol. On essaie de pas trop le travailler. En même temps, en démarrage, on a quand même passé du rotavator. Ensuite, on a essayé de travailler avec des bâches. Donc il y a eu un essai avec des bâches jus de chanvre. Donc là, très rapidement, retour d'expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bon matériau, c'est un matériau écologique. En revanche, c'est un matériau qui se dégrade beaucoup plus vite que ce qui est annoncé au moment de la vente. Les durées de vie de ces matériaux sont quand même assez faibles. Et même si c'est bien écologiquement et esthétiquement, c'est quand même assez lourd à manier quand c'est humide. Donc, quand il a plu dessus, c'est assez compliqué à déplacer par rapport à des bâches non tissées par exemple. Et ce qu'on peut aussi prendre en compte, c'est que ça favorise les campagnols. Donc les campagnols terrestres, ces petits rongeurs qui attaquent les racines de nos plantes. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Donc on doit quand même par moment passer un outil pour essayer justement de casser ces galeries qui nous embêtent. Sachant qu'à chaque fois qu'on va passer un outil, évidemment, on va endommager le système mycorhizien, donc tous les champignons qui sont utiles
au développement de la vie dans notre sol. On va casser aussi les galeries des vers de terre, qui sont les architectes, les ingénieurs du sol. Donc voilà, quand on a une intervention sur le sol, dès qu'on prépare le sol, il faut vraiment avoir en tête quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Pour faire simple, moi je dirais, quand vous avez un sol très compacté, une présence de campagnols terrestres qui se développent, c'est des cycles de 3 ans, mais bon voilà, il y a de moins en moins de prédateurs. Nous on a des faucons cresserelles ici, on a un petit peu de renard, mais bon ça suffit pas forcément à enrayer les campagnols. Là, si on voit que c'est des planches qui sont très infestées, on passe quand même un coup de rotavator ou de motoculteur pour quand même casser les galeries. Et après, on paille en bordure. Donc effectivement, la technique aussi de beaucoup pailler, d'avoir un sol beaucoup couvert, qui est un des principes fondamentaux de la permaculture ou de ce qu'on voit par exemple en semi-direct sous couvert, ça, c'est vrai que ça favorise le développement des rongeurs. Donc là, ce qu'on voit, c'est un reliquat d'engrais vert. Donc c'était de la moutarde blanche qu'on a semé en fin de la dernière saison, donc en septembre 2020. Et donc je suis venue passer un coup de débroussailleuse pour la détruire. Donc en début de saison, là, il y a quelques semaines, en février. Et donc on va mettre des bâches pour occulter. Ça nous permettra de complètement dégrader cette matière d'ici quelques semaines. Et après, on pourra passer un coup de grelinette pour décompacter le sol et venir installer nos petits plants. Alors, on entend beaucoup parler de MSV, maraîchage sur sol vivant, depuis quelques années. Il y a notamment un gros réseau en Normandie, mais pas que. Et pour faire très simple, le MSV, c'est quoi? Le maraîchage sur sol vivant, c'est partir du principe que le sol est vraiment l'élément fondamental de la production et que la vie dans le sol est primordiale sur tout. Donc, on va prêter une attention particulière au taux de matière organique, au nombre de vers de terre qu'il y a dans le sol, aux bactéries du sol, aux mycorhizes, aux champignons. Et donc c'est toute cette vie, cette microfaune qui va permettre d'avoir un sol de bonne qualité pour avoir une production, notamment des légumes, de bonne qualité. Donc l'idée de fond, c'est d'intervenir le moins possible et d'intervenir avec des outils non mécanisés. Donc ça va être principalement des outils à main. Et quand on doit préparer la planche, d'avoir plutôt recours à des bâches, notamment des bâches d'ensilage agrafées sur des périodes de plusieurs mois pour justement permettre que le sol garde bien cette porosité et cette aération pour les légumes. Le sol nu, c'est quoi? C'est un sol, pour faire très simple, qui est marron. C'est-à-dire c'est un sol sur lequel il n'y a plus de couvert végétal. Or, on ne voit jamais ça dans la nature. Dans la nature, un sol, il y a toujours soit des feuilles en décomposition dessus, soit une pâture, enfin ce qu'on appelle de l'herbe. En fait, c'est des graminées qui poussent spontanément. C'est majoritairement souvent des graminées dans une prairie. Et donc en permaculture et en no-till farming ou MSV, on essaie de reproduire ce système de sol couvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, un sol qui est nu va s'abîmer beaucoup plus vite parce qu'un sol nu, il est exposé aux aléas climatiques, il est exposé à l'eau. Si vous regardez de manière ralentie et très zoomée le résultat d'une forte pluie sur le sol, vous vous rendez compte à quel point ça va taper, ça va violenter en fait ce sol. Donc il y a l'effet de l'eau, il y a l'effet du vent, il y a aussi l'effet du soleil, parce qu'en fait un sol qui est laissé nu, petit à petit il s'assèche. Et d'ailleurs quand on regarde un sol qui est nu pendant plusieurs semaines, on voit en fait que les vers de terre vont se recroqueviller, vont redescendre dans des niveaux un peu plus bas. Donc voilà, on peut laisser un sol nu temporairement, mais on constate quand même que la tendance agronomique actuelle va plutôt vers une reproduction des schémas naturels et donc de couverture du sol. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo un peu plus spontanée sur la production et la préparation du sol. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, envoyez-nous des commentaires. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la chaîne Vers de Terre Production et je mettrai quelques liens en commentaire sous la vidéo. À bientôt!